Et salut la team! Oh my god! J'espère que vous ça va au max, que novembre s'est bien passé et que vous êtes prêts à découvrir plein de super films que j'ai vus. Je sors donc mon Letterboxd qui, je l'espère ce mois-ci, n'est pas down. C'est pas down, c'est déjà une très bonne nouvelle. J'ai vu 9 films au mois de novembre. On va commencer direct, pas de temps à perdre et allons-y gaiement! Le premier film que j'ai vu au mois de novembre c'est Chien 51. J'avais envie de le voir parce que c'était un film de science-fiction française et ça m'intéresse. Je suis en mode c'est bien de encourager les films français de science-fiction parce qu'il y en a très peu. Donc j'étais en mode allons-y. Après je me suis rappelé que c'était le même réalisateur que Bac Nord. Donc j'étais en mode ok, est-ce que ça va encore parler de la police? Oui. Chien 51, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ça parle en gros des dangers de l'IA, ce qui fait que c'est quand même hyper prévisible parce que on est en plein dedans en fait. Il y a de l'IA de partout littéralement, donc on sait à quoi s'attendre vu qu'on l'a face à nous. Donc ça fait un peu comme si le film il est sorti au mauvais moment. En fait ils auraient dû sortir ce film là il y a 10 ans pour faire peur aux gens, mais maintenant l'IA est là, on est juste en mode oui. C'est un peu tard, à moins que c'est vraiment pour nous dire n'utilisez pas ça dans les forces de police ni dans la criminalité, parce que c'est dur de savoir le vrai du faux. Gilles Lelouch, il a déjà travaillé avec Cédric Jiménez sur Bac Nord. On sait qu'ils s'aiment bien, on sait qu'ils aiment bien la police, et on sait qu'ils sont tous là en mode non mais la police c'est pas si mal, c'est vraiment not all policemen genre. Genre même le ministre de l'Intérieur, au départ c'est un connard, et en fait ça devient un mec hyper sympa. Arrêtez de vouloir réhabiliter la police. Enfin, c'est pas avec des films comme ça que ça va marcher, quoi. C'est vraiment le niveau 0 de l'explication sur pourquoi l'IA c'est mal. C'est attention, on n'est pas sûr de ce qu'elle va nous dire, faut faire attention. No shit, genre. Enfin, ça se voit que c'est pas des mecs qui bossent dans l'intelligence artificielle qui ont fait ça. Je sais pas s'ils ont beaucoup parlé avec des gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle, mais ça paraît très banal. Ensuite, ils nous ont mis une amourette entre le perso de Gilles Lelouch et le perso de Adèle Exarchopoulos. Pourquoi ? C'était hyper gênant. C'était inutile, déjà, ça n'a rien apporté à l'histoire. Parce que, ok, au départ, ils sont hyper différents, mais ils restent quand même hyper différents. Juste, ils commencent à se connaître, et donc ils acceptent plus ou moins les défauts l'un de l'autre. Mais sauf que ça peut marcher avec une amitié. Surtout qu'ils ont 40 ans d'écart. J'abuse. 30 ans d'écart, j'en sais rien en fait. Surtout qu'ils ont beaucoup d'années d'écart, et que en plus, c'est des personnages c'est des personnes qu'on connaît très bien. Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos, on les a vus plein de fois ensemble. Gilles Lelouch, il a dirigé Adèle sur L'amour ouf l'année dernière. Donc on connaît leur relation, on sait qu'ils sont très proches. Et donc là, vous nous faites faire des bisous entre eux. Moi, je suis pas chaud, hein. Ça m'a gênée, j'ai dû vraiment... j'ai caché mes yeux. J'étais trop gênée, j'étais en mode... Je n'y crois pas une seconde. Pas une seconde. Donc vraiment, arrêtez de vouloir foutre des amourettes là où ce n'est pas nécessaire. Parce que c'est juste hyper cringe. Aussi inédit, mais il y a genre... la drag queen Paloma dans le film, mais en out of drag. J'étais en mode, oh my god, mais qu'est-ce que tu fais là, ma belle? Je suis trop contente qu'elle soit assez connue maintenant pour être légitime dans ce qu'elle voulait faire, genre de la comédie, en dehors de la comédie en drag. Même out of drag, elle a du taf en tant qu'acteur, du coup. Trop stylé, je suis trop contente. Ensuite, on va parler un peu mise en scène. Il y a une scène où il y a Romain Duris qui joue donc le ministre de l'Intérieur qui parle avec Adèle, et donc il l'a à son bureau. Du coup, ils sont face à face dans la scène, ce qu'on voit dans un des premiers plans de la scène. Et il y a un plan où ils sont tous les deux sur le même plan, mais ils se parlent l'un à l'autre. Mais face à la caméra quand même. En gros, il y a une sorte de ligne floue au milieu du plan, qui fait qu'ils se parlent entre eux, mais pas directement. Et du coup, ça donne un peu un sentiment d'inconfort, ce qui est un peu la situation dans laquelle le personnage d'Adèle est à ce moment-là, du coup ça paraît logique. Mais du coup, c'est un peu étrange cette scène-là. C'est un peu le même type de scène qu'il y a dans Challengers à la fin, où il y a Tashi au milieu de l'écran, et ensuite on voit what's his name, Patrick et Art, et on les voit en même temps, mais alors qu'ils devraient pas être à côté dans cette scène-là. Enfin bref, je vais vous montrer, ce sera beaucoup plus clair. Aussi, à la toute fin, il y a un plan où les deux persos, ils sont allongés sur un lit, enfin sur deux lits différents en fait, et entre les deux, il y a une vitre. Et du coup, c'est bien parce que sur un plan qui filme derrière la vitre Gilles Lelouch, et on voit dans le reflet de la vitre le visage de Adèle qui est presque sur le visage de Gilles Lelouch. Du coup, ça fait vraiment en un plan, tu vois les deux. Et ça, c'était assez stylé aussi. Il y a aussi un plan à la fin, enfin en milieu fin, où il y a Gilles Lelouch au milieu de moutons. Je sais pas si ça veut dire en mode au milieu de tous ces moutons, lui c'est le seul qui y voit clair dans cette société, nanana. Mais si c'est le cas, c'est un peu pas très smooth. Et en plus, c'est un peu insultant pour les autres gens, du coup, en mode c'est tous des moutons. Je trouvais que la manière de montrer l'intelligence artificielle était assez belle. Genre, Alma, c'était beau quand il disait bon, Alma, recrée-moi telle situation. Et Alma, c'était assez joli. Genre, elle sortait du sol et il y avait des trucs qui se construisaient. C'était assez joli, ça, j'ai bien aimé. Ensuite, moi, une question tout simple que je me posais, c'est why the fuck vous faites confiance à une IA? Genre, à quel moment, si l'IA vous dit moi, je pense qu'il y a 90% de chances que c'est le mec là-bas qui l'a tué, pourquoi vous lui dites ok, tu dois avoir raison? C'est un ordinateur, il n'en sait rien, genre. Ok, elle réfléchit, mais vous aussi vous réfléchissez. Donc réfléchissez juste un peu mieux, c'est votre taf, genre. Enfin bref, c'est juste moi la trop woke pour utiliser l'IA, je pense. Et aussi, dernière question, pourquoi ça s'appelle Chien 51 ?
Il y a ni chien, ni 51 dans le film, donc je suis un peu perplexe. Chien 51, je lui avais mis 3 étoiles, mais je pense que 2,5 ça suffit. Parce que je me suis pas ennuyée en soi, hein. C'est-à-dire que c'est un film d'action, ça bouge et tout. Mais on souffle quoi. Donc je pense que je vais baisser à 2,5. Ok, ensuite je suis allée voir L'étranger de François Ozon avec Benjamin Voisin. J'ai découvert François Ozon et Benjamin Voisin dans Été 85. Moi j'étais toute contente de voir qu'ils allaient refaire un truc ensemble. J'étais en mode ok, ça va être trop sympa. J'avoue, j'ai pas lu L'étranger. J'ai lu les genre 30 premières pages un jour avant d'aller voir le film. Donc je sais pas trop ce qui s'y passe, à part que aujourd'hui maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. Mais en fait, il se passe rien. Enfin, en tout cas, pendant les premières 45 minutes du film, il ne se passe rien. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de voix off, c'est du silence. Comment dire que moi, ça ne m'avançait pas vraiment dans l'histoire, et en plus, ça fait trop chier, parce qu'il n'y a aucun son, quoi, à part les sons ambiants de la ville, mais c'est trop chiant. Le personnage de Meursault, c'est juste un con, qui a pas d'émotion, qui a pas d'empathie, il s'en fout de tout le monde à part de lui-même, et encore je pense qu'il s'en fout un peu de lui-même. C'est un enfer ce mec, je sais pas comment Marie elle peut même le saquer, genre enfin c'est un enfer. Heureusement qu'il est beau parce que punaise je le déteste. Ils ont pris la décision de ne pas mettre de voix off dans le film. Et ensuite boum, au milieu du film, cassure, d'un coup il y a une voix off, mais pendant genre 3 scènes, et ensuite il y a plus du tout de voix off. Du coup je suis un peu confuse, parce que soit vous mettez pas du tout de voix off, soit vous en mettez tout le temps, soit quand il y a enfin la cassure qui est quand même un meurtre, donc c'est une grosse cassure, je vous l'entends, bah tu le mets jusqu'à la fin, mais là tu t'arrêtes au milieu. Enfin, ces trucs de voix off, ça m'a saoulé. Prends une décision, en fait. J'ai bien aimé le parallèle qu'il y avait entre la scène de l'enterrement de sa mère au tout début et la scène de l'audience à la fin, où tout le monde dans la salle se lève sauf lui, et lui il se lève après en mode en décalé. Ça montre bien que le boug est en décalé sur tout. Je pense qu'il est neurodivergent à donf. L'acteur qui joue le monsieur qui a perdu son chien, il est très bon. L'acteur, faudrait que j'apprenne son nom à lui parce que je commence à le voir dans plein de trucs. Mais celui qui joue son meilleur pote là, celui qui frappe Jamila, et bah il est bon aussi, même s'il joue un con. Mais du coup, Benjamin Voisin à côté, il paraît un peu fade. Mais en fait, c'est parce que le perso de Meursault est juste hyper fade. C'est un peu comme quand tu joues Batman, t'as l'air boring as fuck parce que Batman est boring as fuck, il est trop chiant le boug. Donc je pense que c'est ce genre de perso où ils ont pas trop d'expression à donner. Du coup, c'est un perso qui est pas très intéressant. Et du coup, l'acteur ne paraît pas très intéressant. Donc je pense que c'est pas contre Benjamin Voisin, c'est juste que le rôle est pas vraiment... Enfin, à part être beau, t'as pas grand chose à faire quoi. À part du coup, dans la dernière scène du film, où il est en prison, et il y a Swan Arlo qui joue le prêtre qui vient le voir en prison, et là, enfin, il parle, Meursault. Enfin, il dit ce qu'il a sur le cœur. Enfin, il a d'autres expressions de visage que ça. Enfin, il est vivant. Ce qui est assez ironique, parce que c'est après qu'il est censé être mort. Mais on va revenir là-dessus. C'est un film qui est très lent, quand même. Il se passe pas grand chose et le rythme est lent. Après, le fait que ce soit en noir et blanc, moi ça m'a pas dérangé parce que ça rendait le film très beau, très pictural. Mais la fin est super longue. Au moment où on savait que le mec tuait quelqu'un, on savait qu'il allait y avoir un procès. Donc je me suis dit, ok, à la fin du procès, on a sa sentence, soit il meurt, super, soit il meurt pas, super. Dans tous les cas, on a une fin. Mais non, parce qu'on a la sentence, il va se faire tuer sur la place publique. Et après, on a une scène où il monte à l'échafaud, qui est dans le désert, puis il voit sa mère, et ça n'a aucun sens. Donc je me disais, ça doit être dans sa tête. Et ensuite, scène d'après, il est en prison depuis je sais pas combien d'années, parce qu'il a tarpin de barbe, et il est toujours pas mort, et j'ai pas compris s'il allait mourir bientôt ou pas bientôt, et je ne comprends pas la temporalité de cette fin. Donc ça m'a juste énervée, surtout que j'avais tellement envie de faire pipi. Donc il fallait vraiment me libérer quoi. Surtout que la scène avec Swan Arlo est super longue, c'est la dernière scène et elle dure genre 20 minutes. Je suis en mode... Allez, même si c'est une scène qui est bien, allez, remballe, pack it up, on avance. Ma scène préférée, je pense que c'est la scène sur la plage, juste avant qu'il aille tuer le mec. Parce que c'est hyper beau, notamment il y a un plan où on le voit entre les marches de l'escalier du bungalow là. Et ensuite il y a un plan de drone où on le voit marcher sur la plage. Et vu que c'est en noir et blanc, c'est magnifique. Et la mer, c'est magnifique. Donc... Vive la Méditerranée. Donc L'étranger, ça m'a un peu saoulée. J'ai mis 2 étoiles et demie. Ensuite, on est allé voir avec les BFF, The Smashing Machine, avec Dwayne Johnson. Je voulais le voir spécifiquement parce qu'on m'avait dit, ok, c'est un film où il y a The Rock et qui ne fait pas du The Rock. Ok, ça m'intéresse. J'ai jamais vu un film avec The Rock. J'ai jamais vu les Fast and Furious, j'ai jamais vu les Jumanji, j'ai jamais vu quoi que ce soit avec lui. Donc je sais même pas s'il joue bien lui-même, vous voyez. Même je sais pas si en tant que The Rock, il joue bien. Donc je me suis dit, je vais juste aller voir Smashing Machine, voir s'il est bon. La première demi-heure du film, on ne comprend pas. C'est-à-dire que la première scène, on a une introduction du personnage, parce qu'on le voit se battre, et en arrière-plan, il y a une interview de lui qui dit à quel point il aime se battre, donc là on comprend un peu. Surtout que je crois que le premier plan, c'est une image d'archive de la vraie Smashing Machine qui se bat,
et après ça switch au film où c'est The Rock en Smashing Machine. Mais à part ça, on n'apprend pas trop des choses sur les personnages, on comprend pas où le film veut aller, on n'a pas de point final où on se dit ok, c'est là-bas qu'on va. On n'a aucun moyen de savoir, juste on rencontre des gens et ok, il veut se battre, ok, c'est-à-dire, mais il nous manque des points pour se raccrocher quoi. C'est un peu confus au début et honnêtement du coup ça fait que on s'ennuie un peu parce que tu te dis attends, on sait même pas à quoi s'attendre et juste vous nous montrez des trucs, on s'en fiche un peu quoi, on n'a aucune attache. Je trouve que l'image était assez belle parce qu'il y avait un beau grain, il y avait un peu une palette de couleurs assez marron et je trouvais ça assez joli. Les costumes étaient beaux aussi, j'aimais beaucoup, surtout ces t-shirts très larges qu'ils portaient juste avant de se battre. Je trouvais qu'ils étaient trop beaux, je sais pas, genre c'était grave swag. Même en arrivant à la fin du film, on se demande un peu à quoi il sert ce film en fait. Parce que on a rencontré quelqu'un qu'on connaissait pas, donc la vraie Smashing Machine, mais on se rend pas compte à travers de ce film à quel point c'était un pionnier de ce sport de combat. Genre on s'en rend pas compte parce que y a d'autres gens qui paraissent plus forts que lui, parce que lui il paraît moins attaché à ce sport et plus, vu qu'il a des problèmes de drogue, il a des problèmes avec sa femme et tout. Je pense que ce film ne ressort pas l'importance qu'il avait dans le sport à l'époque. Du coup, je sais pas si c'est un biopic qui est vraiment bien fait, si on n'arrive pas à se rendre compte que la personne était bien, ou alors la personne était juste mid, et du coup ça rend très très bien compte de ça. Mais du coup ça fait qu'à la fin du film, tu restes un peu sur ta faim. Tu sais pas pourquoi on t'a montré ce film là quoi. Ceci dit, Dwayne Johnson est effectivement bon, très bon acteur. Les scènes où il s'engueule avec Emily Blunt, de ouf convaincant. Juste il y a les scènes où ils viennent de s'engueuler, et après il y a Emily Blunt qui le prend dans ses bras, et elle est là en mode oh, my big beautiful baby, ou je sais pas quoi, et toute la salle a rigolé, enfin surtout les meufs, mais tout le monde a rigolé en mode hyper cringe. Et pareil, à un moment donné, il est à l'hôpital, il vient de faire une overdose. Il est dans son lit d'hôpital et on lui dit ça va, tout va bien? Il fait oui. Et d'un coup, il burst out en larmes. C'est hyper drôle. Du coup, encore une fois, les gens ont rigolé. Donc en fait, le problème, c'est que c'est des scènes très tragiques à chaque fois. Sauf que, vu que c'est quand même un gros dadé, un gros monsieur qui fait 2 mètres de haut, 2 mètres de large, ils ont manqué d'un truc pour rendre la scène vraiment tragique. Je sais pas trop ce que c'était. Mais voilà, donc Smashing Machine, j'ai trouvé ça un peu lent. Mid. En fait, j'ai aussi mis 2 étoiles et demie. Donc vraiment un début de novembre à 2 étoiles et demie. Mais vous inquiétez pas, ça s'améliore à la suite, hein. Je vous promets, ça devient meilleur. Le film d'après, c'est Arco. Je devais le voir en octobre, ce film. Mais j'étais super malade au moment où je devais y aller, du coup j'ai pas pu y aller. Mais du coup j'ai enfin vu Arco. Arco, c'est l'histoire d'un enfant qui vit dans le lointain futur, qui va se perdre dans le temps et va atterrir dans le futur pour nous, mais pour lui le passé, dans le jardin d'une petite fille qui s'appelle Iris. Et du coup après ça va être l'histoire de comment Iris va aider Arco à rentrer chez lui et tout ce qui va leur arriver au milieu. J'ai tellement chialé. Vous pouvez pas vous rendre compte d'à quel point j'ai chialé. Toute la fin j'ai chialé. J'en pouvais plus. Effectivement, j'avais vu des gens dire que ça ressemblait un peu à Interstellar dans l'idée du truc. J'ai capté. Et donc je comprends que ça me fasse autant chialer parce que j'ai beaucoup chialé devant Interstellar aussi. En fait, Arco s'est inspiré d'une BD de Hugo Bienvenu aussi, qui a ensuite pris l'univers de sa BD pour en faire un film. Mais je savais pas. Du coup, j'avais juste lu la BD et je regarde le film et j'étais en mode c'est juste les mêmes robots, la team. Parce que c'est le même mec. My bad. La BD était déjà très bien, mais là, le film, je me suis régalée. En fait, ils ont mis les 2 scènes les plus tragiques que j'ai vues de ma vie à la suite. Donc ça m'a achevée. La première scène, si vous voulez pas de spoiler, passez directement. Hein. Je vous mettrai parce que sinon, je vais vous spoiler tout ce qui est triste. La première scène, c'est la scène dans la grotte, après qu'ils se soient échappés du feu, où il y a Iris et Arco qui sont à moitié endormis. Et il y a Mickey c'est le robot, pas la chanteuse. Il y a Mickey qui est en train de graver sur les parois de la grotte toute la mémoire interne qu'il a, parce qu'il sait qu'il est en train de mourir, qu'il est en train de plus avoir de batterie et tout. Du coup, il se dit, la seule chose que je peux faire, c'est laisser mes souvenirs sur ce mur-là, pour que les gens d'après moi puissent savoir ce que j'ai vécu. Et c'est déchirant, parce que du coup, on voit Iris se réveiller, et voir Mickey en train de graver tout ça sur les murs, sauf que Mickey, tous ses souvenirs, c'est Iris. C'est toute la vie d'Iris qu'il a vu grandir. Et du coup, c'est hyper triste parce qu'on voit Iris qui voit Mickey graver ça, elle voit toute sa vie sur les murs et elle comprend que c'est la fin de Mickey du coup, et du coup elle est en train de chialer aussi et Mickey il meurt et je suis en mode stop, là je chiale. En plus Mickey écrit sur les murs ses souvenirs exactement comme les hommes préhistoriques à l'époque, donc c'est quand même une belle boucle quoi, que même les robots maintenant ils continuent de faire ce que les hommes préhistoriques faisaient. Magnifique. Surtout qu'après que Mickey meurt, Iris récupère son cœur et ça devient une lampe torche. Le cœur de Mickey, c'est littéralement la lumière qui les guide vers la sortie. C'est magnifique.
Et la deuxième scène la plus chialeuse, c'est celle-là qui est très très interstellar. Les parents de Harco l'ont enfin retrouvé, parce que pendant que Harco cherchait à rentrer chez lui, ses parents cherchaient à le retrouver, évidemment. Tu les vois arriver, sauf qu'en fait, sa grande sœur, elle est full adulte. Ses deux parents, ils sont full vieux. Ils ont passé toute leur vie à chercher leur fils, et sauf que lui n'a pas grandi parce qu'il est resté bloqué. Mais eux, vu qu'ils ont passé leur temps à passer d'une temporalité à une autre, ils ont vieilli. Et du coup, il a pas bougé et tout le monde a pris 40 ans dans la gueule et c'est déchirant. Ils lui ont donné sa vie, genre, enfin bref, j'ai tellement chialé. Ça fait un peu relativiser sur le temps en tout, parce que pour Harco, Iris, elle est tellement dans le passé, alors que pour nous, Iris est déjà tellement dans le futur. Pour Harco, nous, on doit vraiment être des hommes préhistoriques, quoi, donc hyper en mode calme-toi. Et aussi, ça donne une idée un peu positive du futur, parce que dans le futur de Harco, eh ben, les humains ont compris que la planète avait besoin d'air, on devait arrêter de extorquer la planète de tout ce qu'elle avait à nous offrir et plus, et du coup c'est un peu une vision positive parce que ils trouvent des solutions pour que la planète aille mieux et pour que tout le monde puisse continuer à vivre dessus sans la tuer, comme on est en train de faire maintenant. La dernière scène du film aussi, enfin qui est la scène de générique en fait, où on voit le frigo de Iris en entier. Et du coup, on voit petit à petit les photos d'elle et son petit frère qui grandit avec ses parents, et ensuite qu'elle qui a son diplôme. Et en fait, tu te rends compte que la manière dont Harco vit dans le futur, bah, c'est Iris qui l'a développé. C'est trop mimi, en mode il l'a aidé à sauver sa vie à lui. Enfin bref, il faut voir le film pour comprendre, je pense. Après, rien à voir, c'était hyper marrant parce que c'est la première fois où je vais au cinéma et où le film bug, c'est-à-dire qu'il y a une scène de course-poursuite à un moment donné où vraiment tout le monde se court après, donc c'est une grosse scène de course-poursuite. Et la tension est montée, donc la tension était super, et là on arrive, le film freeze pendant genre 3 secondes, et après il re-avance pendant 3 secondes, et ensuite il refreeze pendant 3 secondes, et ça fait ça pendant 10 minutes. Du coup, il y a une dame dans le film qui allait voir en mode « Excusez-moi, le film ne marche pas !» C'est marrant aussi parce que Harco, j'ai énormément chialé, j'ai dû faire une pause de 10 minutes dans les toilettes après pour m'en remettre. En sortant, je lui ai mis 5 étoiles. Je pense que j'abuse un peu peut-être, mais au moins 4, vraiment. 4 et demi, je pense, parce que c'était trop bien, c'était trop beau. J'ai trop aimé, puis c'est français, quoi. Après, on est allé voir Running Man en avant-première au Grand Rex avec des copains. Running Man, en gros, c'est une émission de télé où il y a une personne qui, pendant 30 jours, doit survivre dans le monde sans se faire récupérer par 5 chasseurs qui le cherchent, et n'importe qui dans le monde peut envoyer des photos de « je l'ai vu là, je l'ai vu là, je l'ai vu là ». Du coup, tu dois juste survivre pendant que tout le monde te cherche pendant 30 jours, et à la fin, tu deviens milliardaire. Parce que c'est dans une société dystopique où, en gros, il y a les très riches d'un côté et les très pauvres qui sont toujours plus pauvres. Donc, si tu veux devenir riche, bah, tu dois gagner le Running Man, en gros. Et c'est ce qui arrive à notre personnage principal, à Glenn Powell. On a beaucoup ri, beaucoup sursauté. C'est vraiment de l'action, de l'explosion, des blagues, en veux-tu, en voilà. Enfin, moi j'aime bien les films comme ça, malheureusement. Mais c'est quand même un film qui est assez violent, mais en même temps très drôle, et en même temps ça critique de ouf la société et les États-Unis et tout. Du coup, dans ce sens-là, ça m'a un peu fait penser à la série The Boys. En fait, ce film-là, c'est un peu un mélange de plein de films dystopiques et de plein d'histoires dystopiques qu'on connaît, parce que ça fait un peu penser aux Hunger Games aussi, en mode c'est un jeu meurtrier télévisé, et en plus il y a vraiment le Capitole, les super riches, qui va prendre des gens qui jouent dans les districts, les quartiers des super pauvres. Pareil, la scène où Running Man est lancé, du coup ils envoient le joueur loin, c'est la même scène avec les tunnels que dans Hunger Games, où ils montent dans l'arène, bah là ils descendent au sous-sol pour ensuite partir courir. Il y a aussi un peu de 1984 dans le film, dans le sens où les télés te regardent aussi, et pareil apparemment ça, c'est un truc qu'il y a aussi, ils ont des systèmes pour sentir l'ADN partout dans la rue, du coup bah, ils peuvent récolter l'ADN de tout le monde et savoir où il est à n'importe quel moment. Et aussi, c'est un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est la scène chez Michael Cera, où il y a les policiers qui arrivent, et du coup il veut s'amuser un peu avec les policiers, et du coup il va les faire passer par tous les pièges qu'il a créés depuis des années. Du coup ça fait tellement Maman j'ai raté l'avion, la scène où il y a les 2 voleurs qui rentrent chez lui et qu'il a fait des milliards de pièges partout dans les escaliers, sur la poignée et tout. C'est vraiment les mêmes choses, mais un peu plus violent là, parce qu'il les tue et c'est la police. Mais donc c'est plus rigolo aussi. Cette scène est super drôle et Michael Cera est super drôle. Et ouais, je crois que c'est peut-être ma scène préférée. Après, c'est quand même un film qui est un peu anarchiste, un peu anti-société. Mais c'est quand même monté par une grosse société de production. Et il y a une scène vers la fin du film où il y a le personnage de Glenn Powell, qui du coup est pauvre, qui est dans une voiture avec une petite meuf qui est riche. Et il est en train de lui dire « Vous vous rendez pas compte, c'est la propagande des médias, ils vous mettent contre nous, les pauvres. » Et il utilise « nous » du coup pour dire « les pauvres ». Et en fait, c'est marrant parce que là, ils ont utilisé Glenn Powell pour dire ça, qui est le mec le plus en vogue à Hollywood en ce moment,
qui a fait que des gros films qui marchent bien. Donc je pense pas qu'il soit pauvre. Et en soi, je trouve ça bien qu'il le fasse quand même. Ça veut dire qu'il doit le penser peut-être et tout ça. Mais comme c'est pas un acteur non plus qui donne de ouf son avis sur les sujets de société en ce moment, du coup c'est un peu... pas hypocrite, mais t'es un peu en mode... Bon, ok mec. Au moins il le fait et c'est bien. Glen Powell est très bon. Je pense qu'il a trouvé son truc de faire des films d'action et tout. On voit que c'est le fils de Tom Cruise. Ensuite, ça c'est la minute mise en scène. À la fin, il y a une scène de baston où ils sont dans un avion. En gros, vu que c'est quand même une émission télévisée, il y a des caméras partout autour de lui. Dès qu'ils l'ont repéré, il y a des caméras partout. Et du coup, il y a des petites caméras volantes comme ça. Et du coup, c'est marrant parce qu'il se bat dans l'avion à la fin. Et à un moment donné, il chope une des caméras volantes et il frappe un de ses ennemis avec. Et du coup, à ce moment-là, ils nous mettent, nous, le spectateur, dans les yeux de la caméra volante. Et du coup, tu vois vraiment la joue du mec se rapprocher jusqu'à ce qu'il le frappe. Et ça, c'est un truc qu'ils font assez souvent dans le film. C'est de du coup nous mettre pas que dans la caméra qui est pas censée être là, mais de nous mettre aussi dans la caméra qui montre aux gens qui regardent la télé ce qui se passe. Du coup, on a plusieurs points de vue comme ça. Et ça, c'est assez sympa. Un point qui est assez mauvais, j'ai trouvé, c'est la temporalité du film. C'est censé durer 30 jours. Donc des fois, ils écrivent deuxième jour, jour 7, jour nanana. Mais des fois, on n'arrive pas trop à comprendre où on en est. On sait pas depuis combien de temps on est là. On sait pas depuis combien de temps il est parti de l'autre endroit. Du coup, ça rend le truc hyper confus. Même son sac à dos. Il y a toute une scène où il perd son sac à dos, il le laisse je sais pas où. La scène d'après, il a retrouvé son sac à dos. Je suis en mode, bah, ma vie. Il te manque un truc là. Le sac à dos. Ça, c'est un peu des faux raccords qui manquent d'explication et du coup, tu te dis trop bizarre et ça te sort un peu du truc. Et pareil dans la dernière scène, enfin genre les dernières 5 minutes du film en gros, il y a l'avion qui explose. Et du coup, il y a le jeu qui est fini. Mais en même temps, quand l'avion explose, on fait une pause. Et là, ça passe sur la vidéo d'un mec qui explique « Attendez, il est pas vraiment mort, nanana. » Et ensuite, ça cut au supermarché où on voit sa femme et la fille de Glen Powell et il la voit au loin. Et ensuite, ça recut on est sur le plateau de l'émission où il y a Colman Domingo qui présente l'émission. Et là, il y a encore Glen Powell qui est là. Enfin, la dernière scène, ça n'a aucun sens. Elle peut à la fois se passer sur 3 jours et sur 5 minutes, enfin ça n'a aucun sens. Je n'ai pas compris la dernière scène, limite ça m'a saoulée, j'étais en mode je comprends rien. On a trouvé aussi que visuellement les costumes et les maquillages et tout étaient très bien parce que Colman Domingo il nous fait grave penser à César Flickerman de Hunger Games parce qu'il est tout apprêté, il est tout maquillé, il est tout beau gosse nanana et c'est un super présentateur. Mais du coup lui ça se voit qu'il est riche tu vois. Alors que le personnage de Dan qui est donc le super chef de la télé, lui il a pas trop de maquillage, il a pas des paillettes, il a pas un costume très extravagant ou quoi. Mais en fait la manière qui fait qu'on voit qu'il est vraiment riche c'est que il a des facettes énormes. Genre il a refait toutes ses dents, elles sont toutes droites, blanches, fake, carrées. Et du coup c'est là que tu vois qu'il est riche, c'est juste au travers de ses dents et du coup on trouvait ça bien. J'espère qu'ils en feront pas une franchise parce que en one shot là c'était super et tout, mais avec les grosses sociétés de production maintenant on sait jamais, ils aiment trop faire des franchises sur tout et n'importe quoi. Mais là je pense que ce serait pas une bonne chose parce que ça casserait un peu le but du film. Genre ce serait ne pas comprendre le principe de son propre film parce que dans le film il lui dit ok mec on va faire un spin-off avec juste toi qui va chasser d'autres personnes, ça va être super, le public va adorer. Du coup si vous nous mettez ça alors qu'on sait que dans le film c'est une mauvaise idée et que dans la vraie vie vous nous faites un sequel de Running Man, bah, c'est juste l'hôpital qui se fout de la charité, genre vous avez pas compris le message de votre propre film. Donc j'espère qu'ils en feront pas. Les 5 premières minutes du film, c'est là où on comprend toute la situation. C'est là où on comprend qu'il a plus de travail, il s'est fait virer parce que c'est un syndicaliste. Et où on comprend qu'il a des problèmes d'argent. Sa fille est malade, il veut la sauver, et sa femme a un job qu'elle aime pas, et du coup il veut pas qu'elle aille faire ce job, nanana. Mais en fait, je sais pas si c'est que c'est la première scène et tout le monde joue mal, ou s'il y a zéro alchimie entre les acteurs, et du coup ça le fait vraiment fake, mais j'y croyais pas une seconde à ce que je voyais. Enfin, jusqu'à ce qu'il aille faire le casting, j'étais en mode... Bah c'est nul, les gens jouent mal, j'y crois pas. Heureusement que tout le film n'est pas raccord avec ces 5 premières minutes, parce que vraiment sinon c'était nul. Et Running Man, j'ai mis 4 étoiles. Ensuite, on arrive sur un film que j'avais tellement hâte. Genre, premier degré, ça fait peut-être 10 ans que je l'attends. C'était Insaisissable 3. Moi, il faut le savoir, hein, je suis une grande fan de Insaisissable. Le 1, je l'avais vu au cinéma, j'étais mind blown. Je pense que c'est la première fois au cinéma que je voyais un plot twist comme ça et que je le comprenais et que j'étais en mode oh my god. Donc c'était révolutionnaire pour moi le 1. Ensuite, le 2, je l'avais vu, et il était moins bien que le 1, certes, mais je l'avais quand même aimé. Et là, le 3, il est moins bien que le 2. Mais je me suis quand même régalée, parce que c'est ce gimmick de faire des tours de magie, des personnages rigolos entre eux se bagarrent, mais s'aiment bien. C'est une recette qui fonctionne sur moi. Maintenant, c'était pas un film dingue. C'est vraiment du fanservice du début à la fin. Ils ont ramené tous les Horsemen, ils ont ramené Morgan Freeman, qui a 80 balais, genre laissez-le tranquille. Et, spoiler alert, ils ont ramené Mark Ruffalo à la toute fin. Donc, c'est vraiment, ils ont ramené tout le monde.
et tout le monde s'aimait bien, et même s'ils se sont engueulés avant, bah, tout le monde est hyper mimi en fait. C'est du fanservice à fond. Moi ça fonctionne sur moi, mais je comprends que du coup pour d'autres gens c'est juste banal. En fait ça se voit que ce film là ils l'ont fait pour lancer une nouvelle franchise avec du coup les 3 nouveaux personnages qui sont arrivés, Bosco, June et Charlie. En fait le scénario est écrit très bizarrement. C'est écrit vraiment pour des enfants de 15 ans je pense. Dans le sens où c'est hyper clair, il n'y a pas de sous-entendu, c'est gros comme une maison. Enfin du coup quand tu vois ça et que t'es un peu plus grand, tu te dis bon, où est le sous-entendu, où est le challenge? Genre, ils ont ramené Morgan Freeman, tout ça pour que, spoiler alert, il le tue, et à la toute fin, quand le plan est tout réexpliqué, et bah, personne ne parle du fait que, bah, c'était mon plan, oui, certes, il y a eu des morts au milieu, où je regrette certaines choses, personne n'en reparle jamais. Il est mort pour rien, le boug. Guys, c'est Morgan Freeman. J'avoue que le plot twist, je m'y attendais pas, donc ils ont eu le plot twist, ça a marché dans le scénario. En fait, il était trop tiré par les cheveux et moins bien que les autres plot twists qu'ils ont déjà fait. Du coup, ils nous ont habitués à tellement mieux. Du coup, là, on était un peu en mode ah ok, ouais. Ah ouais, ok. On était surpris, mais on n'était pas impressionnés. If that makes sense. Les nouveaux personnages, j'avoue, je les adore. Surtout le personnage de Bosco. Dominique, c'est ça. C'est vraiment juste Atlas, mais en jeune. Les 3 nouveaux personnages sont très mimi, même si du coup, toutes les relations dans ce film sont hyper cucu, donc leur relation à tous les 3 est hyper cucu. C'est genre, c'est ma found family. Sweet, mais bon, pas besoin de vous dire je t'aime à chaque coin de rue, quoi, c'est un peu gênant. Et ensuite, en plus, Bosco, il fait une fucking course-poursuite dans une F4. Mais c'est une super idée, ça. Pourquoi il n'y a pas plus de course-poursuite dans les films avec des voitures de course? C'est hyper marrant. La scène était super, j'avais envie de voir que ça, limite. En fait, il faut que je regarde un Grand Prix, quoi. Me parlez pas de Grand Prix. Ceux qui gagnent le Grand Prix d'Abu Dhabi, c'est la fin de la saison, on va savoir qui est World Champion. Si c'est Lando Norris, je peux me tuer. Voilà. À la fin du film, ils ont fait un peu comme dans Avengers Endgame, où ils ont regroupé toutes les meufs ensemble pour dire « Regardez, il y a des meufs dans nos films ». Et ben là, ils font un peu pareil, genre à la toute fin, avec les 3 meufs, ils sont là en mode « Oh my god, on devrait faire un groupe 4 filles ah !» Vous avez des filles, on le sait, on les voit. Pas besoin de faire un groupe que de filles, vous pouvez mettre juste plus de filles dans vos groupes de mecs, ce qui fonctionnerait aussi. Femme, bon. J'avais vu une vidéo ou un TikTok passer sur dans tous les groupes, dans les films et tout, il y a souvent une seule fille. Parce que c'est comme ça qu'elle est intéressante, en tant que fille, pas en tant que personnage à part entière. Du coup, il peut pas y avoir plusieurs dames. Ah voilà, c'est le syndrome de la Schtroumpfette. C'est le syndrome de la Schtroumpfette. Il peut pas y avoir plusieurs femmes dans un groupe, parce que sinon, bah elles servent à quoi les autres femmes? Il y en a déjà une. Elles sont toutes pareilles de toute manière, et c'est le plus gros cliché que t'as vu de ta vie. Donc c'était un peu ça qu'ils ont essayé de contrer, mais du coup ça marche moyen. Il y a une scène où ils sont dans un château en France. Dans ce château-là, il y a plein de tours de magie exposées, montrées. C'est pour montrer toute l'histoire de la magie en gros. Et il y a une scène où il y a Bosco qui dit à Charlie en mode OMG, regarde ce super tour de magie de Catch a Bullet. Et du coup, bah, vu que c'est vraiment zoomé, qu'on a une scène à part entière sur eux et tout, on se doute bien que la fois où il y a un mec qui va se faire tirer dessus, bah ça va pas être un vrai coup de feu. Parce que vous venez de nous dire que c'était un tour de magie. Vous en pensez quoi, la team? Après, il y avait quand même des bonnes blagues, la salle rigolait, c'était marrant. Mais c'est vrai que le scénario est quand même banal. Donc moi je me suis régalée parce que je suis une fan d'Insaisissable et j'irai voir les autres s'ils en sortent d'autres. Déjà on touchera jamais au premier, le premier restera grotesque. Donc j'étais quand même très contente de le voir. Donc j'ai quand même mis 3 étoiles et demie, mais c'est parce que je suis biaisée. Oui aussi, rien à voir, là je vais pas faire une full review parce que déjà j'en ai déjà parlé il y a 4 mois, mais on est allé voir en ciné-concert Dragon 1 et c'était magnifique, j'ai pleuré et c'était juste trop joli, donc j'ai mis 5 étoiles parce que l'ambiance était dingue et puis avec la musique live et tout, enfin c'était super. Ensuite avec Théo, on a vu Pirates des Caraïbes. Parce qu'en fait, ça fait 6 mois que je tanne mon frère pour qu'on revoie les Pirates des Caraïbes et il y a genre 2 mois, j'ai revu un tweet qui disait « La vraie vie d'un cinéphile, c'est se forcer de ne pas regarder Pirates des Caraïbes tous les 6 mois » et je trouvais ça hilarant parce que c'est vrai, je rêve de Pirates des Caraïbes jour et nuit. Et du coup là, avec mon frère, on s'est dit « Ok, on regarde enfin Pirates des Caraïbes ». Et c'était aussi bien que dans mes souvenirs. C'est tellement le meilleur film du monde. J'ai passé tout le film à dire « Oh purée, j'ai trop hâte de la prochaine scène, elle va être incroyable ». Et c'était vrai, toutes les scènes étaient incroyables. Je me rappelais de toutes les scènes, je me rappelais de toutes les répliques, je me rappelais de tout, enfin c'était incroyable. La musique est parfaite, c'est beau, les effets spéciaux sont bons. Enfin sincèrement, il n'y a pas meilleur film je pense. Puis quand même, la scène d'introduction de Jack Sparrow, c'est quand même la meilleure scène d'introduction d'un personnage ever, on n'a jamais fait mieux. Johnny Depp en prison, je ne supporte pas Johnny Depp. Ceci dit, je dois avouer que Jack Sparrow est un personnage incroyable. C'est juste bête que ce soit Johnny Depp derrière, mais le personnage de Jack Sparrow, il est attachant, il est physiquement parfait, il est drôle. J'adore. Donc vraiment cette scène
où il a son bateau qui est en train de couler et que pile au moment où le dernier bout du mât de son bateau va aller dans l'eau, il fait un pas et il monte sur le pont du port. C'est parfait. En fait, c'est iconique du début à la fin et je pense que c'est pour ça qu'on n'a jamais eu d'autres films sur les pirates qui fonctionnaient aussi bien que Pirates des Caraïbes derrière. C'est parce qu'on pourra jamais faire mieux que Pirates des Caraïbes. C'est tellement le summum du film. Je pense que c'est vraiment, si on regarde dans le dictionnaire la définition de film, c'est Pirates des Caraïbes dessous, je pense. Ça a absolument tout ce que vous voulez que ça ait. Pirates des Caraïbes, j'ai mis 5 étoiles. Parce que c'est juste le film parfait, premier degré. Le dernier film qu'on a vu en novembre, c'était Zootopie, en avant-première avec les BFF grâce au club Allociné. C'était dingue. J'avais trop peur de pas pouvoir le voir et j'ai pu le voir et je suis tellement contente, je te jure. En fait, j'avais énormément d'attentes et j'avais un peu peur parce que j'avais adoré le premier. J'étais contente de retrouver la ville, j'étais contente de retrouver les personnages, j'étais contente de retrouver Judy et surtout Nick, l'amour de ma vie, je l'adore. Les blagues étaient drôles, premier degré. Elles marchaient toutes, la salle était hilar, que ce soit les enfants, les adultes, les ados, les vieux, tout le monde a adoré. Mais ensuite, même dans la mise en scène, il y avait des bonnes idées. Genre à la toute fin, il y a une scène de combat en gros où il y en a 2 personnages qui se battent dans la salle de contrôle, pendant que de l'autre côté, il y en a 2 qui se battent à l'extérieur, mais ils sont filmés par des caméras de surveillance. Du coup, dans la salle de contrôle, on voit la bataille qui est dehors, filmée par des caméras de surveillance. Du coup, il y a un plan dans la salle de contrôle où on voit au premier plan les 2 personnages se battre, et en arrière-plan, la caméra de surveillance qui filme la scène de combat dehors. Du coup, en un seul plan, on a les 2 scènes de combat en même temps, on les voit évoluer, et c'est super intéressant. Ensuite, l'histoire, en gros, c'est juste la gentrification, expliquée aux enfants, parce que c'est vraiment comment les riches veulent récupérer le quartier pauvre, où il y a que des personnes qu'ils ont déjà poussé petit à petit de la ville parce que ça devenait trop cher pour eux, et ils veulent récupérer ces quartiers-là pour en faire d'autres quartiers riches. C'est très contente qu'on ait un film avec des reptiles, du coup, parce que dans le premier, il n'y avait pas ça. Et d'ailleurs, dans la scène post-générique du film, ils ont un peu hint le truc qu'il y aura un 3 et que ce sera potentiellement sur les oiseaux, qu'on a effectivement pas beaucoup vu non plus. Donc ça, j'en suis très contente. Imaginons le 4, c'est sur les baleines, je vais me régaler. Dans le film, ça parle beaucoup de thérapie, ils s'en moquent un peu d'ailleurs au début, la scène est hilarante quand c'est thérapie de équipier, trop rigolo. Du coup, il y a une scène où il y a Judy et Nick qui se disent tout ce qu'ils ont comme problème et tout ce qu'ils pensent de l'autre, et c'est juste hyper émouvant parce que ils s'ouvrent l'un à l'autre comme jamais ils se sont ouverts à quelqu'un, je pense, et ils sont trop mignons. Et du coup, je me suis dit bon, la scène est hyper émouvante, on est à la fin du film, ça fait 2 films qui nous teasent le truc, ils vont les faire s'embrasser. Et non. Et j'étais trop contente que pour une fois, on a 2 personnages principaux et ils sont pas forcément amoureux quoi. Vous voyez, ils ont pas forcé une amourette comme dans Chien 51. Prenez-en de la graine un peu. Il y a quand même une scène vers la fin où Judy elle tourne une ampoule et là il y a toutes les ampoules de la rue qui s'allument. Ça c'est pas trop scientifiquement possible je pense. Arrêtez-moi si je me trompe hein. Mais bon, ça fait partie du truc où c'est un film pour enfants, c'est la suspension d'incrédulité, il faut accepter que des fois ils prennent un raccourci pour pas qu'ils nous expliquent comment ils ont allumé la ville quoi. Donc je l'entends et ça me dérange pas vraiment. C'était un super film, la saga n'est pas ruinée et j'en suis très heureuse. Les personnages sont tous hyper attachants, je les adore, j'espère les revoir vite, même si on va sûrement réattendre 10 ans pour le 3, mais c'est pas grave. Et en plus c'était trop mimi, derrière moi dans le cinéma, il y avait un enfant et sa mère, sauf que l'enfant il savait pas lire. Il y a une scène où Judy elle parle par message avec Nick et du coup le petit il comprenait pas ce qui se passait, du coup sa mère elle lui lisait les messages à voix haute. C'était trop mignon. En fait, j'aimais trop le fait que dans la salle, il y avait vraiment des gens de tout âge et que tout le monde s'est régalé. Surtout qu'avant que le film commence, ils avaient invité la voix française de Judy à venir nous parler. Du coup, c'était hyper intéressant. C'était très très cool. Et Zootopie 2, du coup, j'ai mis 4 étoiles et demie. Et un petit cœur. C'était quand même un bon mois de novembre, surtout à la fin. Ça commençait un peu bizarre, mais ça a fini très très bien. J'ai vu des super films. Je pense que mon film préféré que j'ai vu ce mois-ci, c'est peut-être Pirates des Caraïbes, mais on va dire que ça compte pas parce qu'il est pas sorti ce mois-ci. Donc on va dire que mon film préféré de ce mois-ci, je pense que ça se tabasse entre Zootopie 2 et Arco. Donc 2 films d'animation. Mais je pense Zootopie 2 pour des questions de cœur. Merci d'avoir regardé ce petit film-mois de novembre. J'espère qu'il sort pas trop tard. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Letterboxd et sur cette chaîne-là. Et on se voit très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous! Oh my god! Bye bye! Bye.